Hey, salut à tous, un petit mot avant de lancer l'émission. Comme je vous le disais en fin d'épisode précédent, et allez écouter la fin de l'épisode précédent si vous n'avez pas entendu, parce qu'il y a plein de choses à dire, la pub va arriver dans l'émission pour tous ceux qui ne soutiennent pas par Patreon. Donc on est en cours de passage dans un modèle hybride, c'est un énorme changement, il y a beaucoup d'infos, et je vous en dirai plus en milieu de cette émission aussi pour savoir comment ça fonctionne. Mais donc, certains d'entre vous vont avoir la pub à partir de très bientôt, juste après ce petit message et juste avant le début de l'émission. Ça se passe un tout petit peu différemment de ce que je disais en fin d'épisode précédent, mais je vous expliquerai tout ça donc en milieu d'épisode. Et puis l'épisode reste, je pense, sympathique à écouter, enfin j'espère en tout cas, et peut-être même que la pub sera pas trop, pas trop gênante, vous me direz, et puis on s'améliorera au fur et à mesure. Donc certains d'entre vous l'entendront, certains ne l'entendront pas. Vous aurez toutes les infos dans l'épisode. Je vous fais de grosses bises et puis faudrait un petit jingle pour la pub, je sais pas, genre ploulouloulou. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Un épisode absolument spécial et incroyable. Vous pourriez penser qu'il va être spécial parce qu'on parle des annonces d'Apple, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que mon fils est super malade. Et là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de crier. Je l'ai mis au lit il y a 1 heure. Il ne s'est pas endormi, donc ma femme l'a récupéré. Et donc, ça risque de perturber un petit peu l'épisode. Vous êtes prévenus. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode donc quand même un petit peu centré sur Apple, mais pas que, Cédric Ingrand d'un côté. Comment ça va, Cédric ? Écoute, comme dans un rêve, on voit bien que la rentrée est quand même extrêmement, comment dire, busy, quoi. Oui. Et pas seulement pour les gens qui ont des enfants malades. Hein. Disons que ça s'ajoute, c'est cumulatif, tu mets le multiplicatif parfois. Et de l'autre côté, Elsa Bimbaron. Comment ça va, Elsa ? Tu es en forme ? Pleine forme. Moi aussi, j'ai survécu à la rentrée des classes. Ah, très bien, les vrais savent. Merci à tous les deux d'être avec nous. Donc évidemment, le gros morceau de l'émission, ça va être Apple. On va aussi parler de l'IFA et d'autres choses. Avant de se lancer, je voudrais quand même remercier les patriotes qui permettent à l'émission d'exister, notamment Fred Plumacide, je ne sais pas si c'est son vrai nom, le fameux prof du web qu'on salue, Verlaine, là aussi je ne sais pas si c'est le vrai, Olivier Taglang, Leblond, Hugo Emonetti, Josh Gagliardi, César, Jérôme Feutelet et Henri Fontanier. Merci à vous tous et à tous les soutiens de l'émission sur Patreon qui sont les véritables cœurs du financement de cette émission, même s'il y a des changements par ailleurs. Donc merci à vous tous. Des changements sur lesquels je reviens en milieu d'émission. On commence avec la grosse conférence Apple d'hier. On a un petit peu décalé l'enregistrement pour pouvoir en parler. Alors, ce que je vous propose à tous les deux, c'est que j'ai divisé en plusieurs sections la discussion sur la conférence d'Apple. Je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé et après ça, vous me dites ce que vous en avez pensé à chaque fois. Donc, pour chaque section. Ça vous va ? Est-ce qu'on a vraiment le choix ? C'est ce que j'allais dire, en fait. Même si ça ne vous va pas, on va faire comme ça. Question purement rhétorique. Exactement. Bon, alors on va commencer avec les services. Évidemment, après la conférence d'il y a quelques mois, on sait que Apple se concentre beaucoup sur les services, pas que, mais en partie. Et ils ont parlé d'Apple Arcade et de Apple TV, donc le service de jeux vidéo par abonnement et le service de vidéo en streaming de télévision en streaming par abonnement aussi. Alors, les deux arriveront. Le Apple Arcade arrive le 19 septembre pour 5 € environ. C'est à peu près ce qu'on attendait. Il y aura un mois d'essai gratuit. L'Apple TV, par contre, est beaucoup moins cher que ce qu'on pensait. 5 € entre guillemets seulement pour un abonnement familial en 4K HDR jusqu'à 6 personnes. Là, disons qu'on les attendait au tournant parce que 10 € comme tous les autres services ou comme presque tous les autres services, ça aurait peut-être fait un peu cher étant donné la quantité de contenu qu'ils vont avoir, au moins au début. Et puis ils font un truc assez malin qui est qu'ils incluent avec l'achat de tout nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple TV 1 an de service entre guillemets gratuit dans le deal. Donc c'est une manière assez maligne, je pense, de faire la chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux descriptions de services, Cédric, peut-être ? C'est intelligent de leur part. Enfin, c'est en tout cas d'une très grande lucidité.
C'est-à-dire que forcément, le fait que le service arrive en bundle avec tous les nouveaux appareils qu'ils vont vendre cette année, en gros, fait qu'ils auront une empreinte déjà assez massive sur le marché. C'est pas mal pour une start-up, tu vois ce que je veux dire. Ils vont pas juste attirer les gens par les prix, c'est-à-dire que voilà, pour l'essentiel, pour les acheteurs, la première année sera gratuite et ça va leur donner quand même un peu d'élan pour la suite, même si évidemment il faudra surveiller la suite. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont renouveler leur abonnement? Oui, c'est-à-dire que la première année va pas vouloir dire grand-chose au niveau des chiffres, mais du coup, ça fait un peu produit d'appel. Sauf pour tous ceux qui s'abonneront parce qu'ils ont déjà un matériel, ils ont déjà un iPhone, un iPad, Bien ils n'ont sûr, pas forcément bien sûr. envie d'acheter une nouvelle machine. On verra de ce côté-là ce qui va se passer. Mais comme ils ont réussi déjà à transformer les abonnements gratuits 3 mois d'Apple Music dans une bonne proportion en abonnement payant, là, ils vont arriver de fait sur 2 marchés où on les attendait. Ça fait combien de temps qu'on en parle? C'est sûr. Du jeu et de la vidéo, mais sur la vidéo particulièrement, moi j'ai été surpris par le prix parce qu'évidemment Apple normalement ne casse jamais les prix, mais elle est là la grande lucidité, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur un marché où il y a Netflix, 2, Disney arrive. C'est dur de s'imposer si tu arrives à, je sais pas, je dis une bêtise, 12,99 ou un tarif comparable. Il faut qu'il y ait quand même une sorte faut que le tarif choque un peu pour arriver à rattraper non seulement les nouveaux acheteurs, mais aussi tous les gens qui seraient tentés par l'abonnement, comme moi d'ailleurs. Du coup, Elsa, crédible, cohérent, 5 € par famille, ouais. Ouais, moi je demande à voir, c'est un mauvais jeu de mots parce qu'ils ont passé longuement une bande-annonce d'une série qui s'appelle Si, donc voir en anglais, avec une espèce de tribu futuriste et aveugle et qui retrouve la vue. Donc voilà, il va falloir voir si on retrouve un peu la vue. Je ne sais pas si à 4,99 il y a beaucoup de contenu. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est si on ne va pas arriver avec un catalogue assez étriqué. Netflix a eu le temps d'étoffer le sien. Disney, on a un énorme par défaut. Donc qu'est-ce que Apple va proposer? Bon. Évidemment, moi, le prix est très attractif. Le coût des 6 écrans familiaux, c'est très très bien. Maintenant, est-ce qu'il y aura du contenu familial en suffisamment grosse densité pour justifier un abonnement de plus? Voilà, wait and see, quoi. Bah, ça dépendra, je pense, de la qualité des émissions. Effectivement, s'il y a 1 ou 2 séries qui sont vraiment de bonne qualité et puis ils vont en ajouter tous les mois, ça arrive le 1er novembre d'ailleurs pour les premières émissions. Ils vont en ajouter tous les mois. Et vu qu'ils auront ce groupe de gens qui achètent des nouveaux appareils, qui l'auront pendant 1 an, peut-être pour les 2 premières années, ça peut engager la machine, mais à voir. Bah, si cette année ils vendent autant d'iPhone que l'année dernière, ça veut dire au moins 210 millions d'abonnés par défaut, quoi. Ouais, c'est pas ridicule. Ouais. Ça pose tout le débat. Tu rajoutes les iPads, les Mac, on arrive à 150. Ce sera offert avec les Mac, j'ai pas vu ce détail-là. Ouais. Bon, c'est un peu un détail. Oui, mais c'est Mac, bien sûr. Ça la foutrait mal qu'ils l'offrent avec les iPads, les iPhones et pas les Mac. Mais bon. D'ailleurs, à propos d'iPad, enchaînons avec les 2 autres appareils, enfin les 2 premiers appareils dont ils ont parlé. Un nouvel iPad d'entrée de gamme en fait, à $329. On est un petit peu plus cher en euros, bien sûr. 389 en euros. Voilà, 389. Ce qui est un iPad un peu plus grand, mais qui reste sur le modèle des iPads de base, c'est-à-dire avec des bords un petit peu plus épais que sur les iPad Pro. Une mise à jour qui est sensible, mais pas incroyable, mais qui reste... Je dirais que moi, je ferai la même réflexion pour l'iPad que je fais pour l'Apple Watch. Donc parlons-en une seconde de l'Apple Watch. La nouvelle série, la série 5, je vais résumer, mais en gros, la grosse nouveauté, c'est que incroyable, et préparez toutes vos blagues, là, on peut regarder l'heure à tout moment sur sa montre. C'est-à-dire que l'écran se baisse en luminosité, mais reste allumé tout le temps. Il passe pas en mode veille. Et c'est grâce à un écran assez incroyable qui s'appelle LPTO, un display LPTO qui peut réduire sa fréquence d'affichage jusqu'à 1 Hz, ce qui permet de réduire la consommation en conséquence. Donc, l'écran est toujours allumé sur votre Apple Watch. Et c'est la seule vraie nouveauté, mais c'est quand même une grosse nouveauté pour moi. C'est une nouveauté importante. La Series 3 il y avait déjà une détection de mouvement qui faisait que quand tu faisais le mouvement de regarder l'heure, il l'affichait.
fait. Oui, mais là, oui. justement, tu n'as plus besoin de faire le mouvement. Tu peux discrètement jeter un coup d'œil sur ta montre et voir l'heure, ce qui est fou. Oui, sans compter tous les gens qui l'utilisent comme réveil matin. Hein. Aussi, oui, il y a tout ça. Sur la table de nuit, où là, il faut aller la secouer pour regarder l'heure au milieu de la nuit, c'est un peu ridicule. C'est ça. Là, il y aura peut-être des options. Donc, iPad et Apple Watch, Alors, un petit renouvellement. Vas-y, Elsa. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est une des tendances quand même. On est dans le petit renouvellement. Il n'y a pas de truc complètement waouh, dingue. On est dans l'amélioration du produit. Le truc en plus, en donnant l'heure, l'Apple Watch se met dans un standard du marché parce qu'on a quand même des produits chez des Chinois ou des Coréens qui font des ça. Donc voilà, ils recollent au peloton. C'est eux les leaders. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une montre qui ne donne pas l'heure. Ça devenait un petit peu ridicule. Donc voilà, ils reviennent avec ça. Puis le gros du discours de Tim Cook sur l'Apple Watch, c'est quand même autour de la santé, la détection de chute, l'électrocardiogramme constant. Donc ça, c'est des éléments qui sont quand même très très importants pour la stratégie d'Apple sur la santé. Et c'est pas du tout glamour, comme tu disais. J'allais dire, excuse-moi Cédric, je voudrais juste ajouter un petit truc, c'est que effectivement il rattrape la concurrence, on va dire, ou certains de la concurrence au niveau de l'affichage permanent, c'est sûr, mais la raison pour laquelle on achetait une Apple Watch, au-delà du marketing et de l'attrait d'Apple, c'était pour toutes les autres choses qu'elle sait faire aussi. Et ces autres choses qui sont toujours présentes, eh ben, elles ont en plus maintenant l'écran qui s'affiche tout le temps, donc c'est un vrai, ça fait un feature set, un ensemble de fonctionnalités qui est encore plus complet. Et c'est quelque chose d'assez convaincant, je trouve. Et il ne faut pas être déçu par le fait qu'il n'y a pas eu de truc terriblement waouh dans cette keynote. Il ne faut pas oublier que, de toute façon, à la base, c'est la keynote iPhone. Apple déteste brouiller son message et qu'il était, à mon avis, hors de question qu'il y ait quelque chose dans la keynote qui vole vraiment la vedette à l'iPhone. Donc, pas de casque de VR, pas de truc qui aurait pu écraser la communication d'aujourd'hui. Ça, je pense que ce sera, si ça existe, pour la prochaine keynote. Moi j'avoue, dans l'ensemble, moi j'ai des souvenirs de keynote où parfois il y avait quand même des longueurs, des choses où on se disait mais pourquoi ils nous parlent de ça vraiment ? Est-ce vraiment le moment ? Et là, je ne me suis pas ennuyé. C'était dense, mais c'était vraiment bien fait. Ils ont même changé des choses. Je ne sais pas si moi ça m'a frappé parce que voilà, j'ai un goût pour les présentations, mais ces grands écrans où ils faisaient le récap de toutes les features de chaque appareil, avec des petites cases les unes à côté des autres, vous vous rendez compte qu'ils ont touché à leur propre Bible pour arriver à faire ça. Donc voilà, déjà, il faut considérer qu'ils ont fait des efforts. Mais il était, à mon avis, hors de question qu'il y ait des choses vraiment incroyables qui mettent même juste un tout petit peu l'iPhone de côté, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur du business, c'est le truc auquel on ne touche pas, c'est le produit roi d'Apple. C'était hors de question qu'il y ait quelque chose qui lui fasse de l'ombre. J'ai pas dit que j'étais déçu, j'ai dit qu'on était dans la petite amélioration. Ah, je suis d'accord. Tout ce qu'on a vu était assez incrémental. C'était pas, il y a eu une table rase de rien. Ça, c'est sûr, y compris pour l'iPhone dont on va parler un instant. Pardon, vas-y Elsa, mais je voudrais... Je disais sur la montre et sur l'iPad, on est sur des petites choses en plus qui font que cette génération, elle est un petit peu mieux que la génération précédente, et puis ça peut donner envie de l'acheter, et quand on hésitait à sauter le pas ou pas, moi je vous dis tout, ma maman va avoir un nouvel iPad pour son Noël. C'est marrant que tu dises ça, parce que entre l'iPad, qui est effectivement entrée de gamme, bon, ça reste presque 400 €, donc c'est un petit peu cher quand on parle en euros, ça l'est beaucoup moins quand on parle en dollars, parce que ça inclut pas la TVA, etc. Mais et la Series 3, donc la montre Apple Watch Series 3 à 200 $, qui sera bien sûr un peu plus cher en euros, j'irai plus loin que vous en disant que là, on a vraiment... on parlait de l'Apple de Tim Cook il y a quelques mois. Là, on a vraiment la mise en forme de l'Apple de Tim Cook, et je dirais même le succès de l'Apple de Tim Cook, parce que toutes ces petites mises à jour incrémentales, mine de rien, elles continuent depuis des mois et des années. Et sur ces deux catégories de produits, et avec l'annonce du prix beaucoup plus réduit que ce qu'on attendait sur l'Apple TV, l'arrivée de l'Apple Arcade qui va intéresser certainement des gens qui les assoient dans le domaine des services, et ben dans tout ce qu'il a fait,
Tim Cook est en train de vraiment réaliser la prophétie d'un Apple qui, bien sûr, se repose beaucoup sur l'iPhone, mais dont l'iPhone n'est plus le seul produit locomotive. Pendant qu'on regardait pas, on regardait ailleurs, et ben Apple a complètement raflé le marché des tablettes. Les tablettes Android existent bien sûr, il y en a certaines qui peuvent être intéressantes, mais elles sont quand même au niveau du marché, c'est relativement anecdotique. Avec les Watch, ils n'ont pas fait énormément grossir le marché, mais petit à petit, ils ont découvert ce qu'était l'Apple Watch et ils en ont fait un produit solide qui a phagocyté le marché qui existait et qui l'a fait grossir un petit peu peut-être. Aujourd'hui, dans le marché des Watch, il y a l'Apple Watch et tout le reste. Dans le marché des tablettes, il y a en gros quasiment que l'iPad. Et donc, oui, les iPhones restent importants, mais dans toutes ces catégories de produits, Apple a su s'imposer et faire des produits vraiment attrayants, de plus en plus attrayants, qui permettent de relâcher un petit peu la pression de l'iPhone, même si bien sûr elle est encore importante. Donc, si on parle dessous, on n'est pas sur les mêmes volumes. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais on est quand même, on le voit dans les derniers rapports trimestriels aux investisseurs, si l'iPhone reste, encore une fois, on va le répéter 12 fois dans cette émission, mais ça reste le produit le plus important d'Apple, il représente plus, j'ai pas les chiffres exacts, mais on était peut-être à 80% des revenus il y a 3 ans, et aujourd'hui, même si les revenus continuent à augmenter, il est plus qu'à 50%. Je schématise, mais le reste fait une vraie alternative. Peu, ouais. Et encore une fois, ces marchés de tablettes et de montres connectées, aujourd'hui, c'est un petit peu Apple qui les a. Je sais qu'il y a des auditeurs qui vont me dire « Ah non, moi j'ai mon Fitbit, j'adore. Moi j'ai ma montre Samsung, j'adore. » Ok, bien sûr. Mais concrètement, dans les volumes, on est vraiment avec un produit Apple et les autres qui se tirent la bourre, quoi. Un petit peu comme on était sur l'iPhone au tout début, au lancement. Une autre chose à dire là-dessus, peut-être m'expliquer comme j'ai tort avant ou alors on avance sur l'iPhone 11. Non, t'as raison. Mais c'est vrai que cette offensive dans les services, elle arrive surtout... Pardon, on va laisser... On laisse Elsa et puis je te donne la parole après Cédric. Le switch, il n'est pas si flagrant en termes de chiffre d'affaires que ta caricature que tu viens de donner sur les chiffres. On ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, j'aime bien les... Mais c'est surtout sur le switch du service, là où c'est très très important ce que tu viens de dire, c'est que Tim Cook l'a annoncé il y a 3 ans maintenant, et qu'il creuse son sillon là-dedans, dans le service. Il dit Apple est une société de service, c'est pas une société de device, c'est une société de service. Donc il met vraiment les appareils au service au service des services, si je peux dire, c'est moche. Mais voilà, on vous vend un téléphone, on vous offre un service de SVOD, mais c'est une façon de pousser le service. C'est vraiment le terminal pour embellir tout un écosystème d'app, d'abonnements payants. En plus, des gens qui payent 5 € par mois sur la terre entière à raison de 1 milliard en base installée, ça fait vite des sous. Hein. C'est sûr, oui. Mais on oublie un détail, c'est quand même que toute cette galaxie de services, et là on peut parler de la vidéo, du jeu vidéo, même de l'Apple Card, de la carte bancaire et du reste, sont surtout, à mon avis, surtout au prix où ils sont proposés, d'énormes outils de fidélisation. C'est-à-dire que forcément, Apple regarde sa part de marché, je parle en vente, pas en chiffre d'affaires, qui n'est pas... c'est-à-dire que tu as aussi les bons quarters, c'est-à-dire le dernier trimestre de l'année, oui, là on est plus près de, je sais pas, 15 à 18%, mais sur le dernier, par exemple sur le deuxième trimestre, on est à peine à plus de 10% des ventes en nombre, attention, pas en chiffres. Mais du coup, forcément, fidéliser les clients une fois qu'ils ont un appareil Apple en poche, ça devient extrêmement important. Et c'est vrai que on se retrouve là dans un écosystème qui est à la fois très riche et très fermé. Si tu as une Apple Card, il faut que ton prochain téléphone ce soit un iPhone, sinon ça ne fonctionnera pas. Ouais, le merveilleux écosystème Apple, même si il s'ouvre un petit peu avec Absolument. l'arrivée de certains services sur d'autres appareils, mais on sent que c'est toujours comme à l'époque où l'iPod s'est mis à fonctionner sous Windows, c'est pour amener les gens dans leur écosystème, on a l'impression encore aujourd'hui. Donc. Ah oui, moi j'ai regardé la keynote hier en AirPlay sur une télé Samsung, donc tu vois, tout est possible. Complètement fou. Voilà, et encore j'attends la mise à jour, mais voilà, de fait l'écosystème s'ouvre, surtout pour la vidéo, parce que là c'est vrai que c'est très difficile d'être absolument monomarque. Il n'y a toujours pas de télé Apple. Non, mais il n'y en aura pas. Non, mais ça y est, t'as fait ton deuil. J'ai mis mon petit mouchoir, j'ai écrasé ma larme, tout ça.
Il y a pas Bon. de, ou alors il faut attendre une prochaine, j'ai envie de dire, vague technologique majeure sur laquelle il pourrait. non, pardon Cédric, j'aurais jamais dû dire ça. Mais non, Il faut mais pas c'est le vrai, lancer sur mais la j'explique. télévision. Parce Bon. que et là toutes les précédentes, ils les ont pas prises en route, ils les ont pas. Il faut qu'ils soient les premiers ou quasiment dans les tout premiers. Le problème, c'est que ça repose le même problème qu'à chaque fois, c'est que Apple n'est pas propriétaire en gros de ses propres usines d'assemblage. Or, c'est bien de maîtriser des technologies, mais à un moment, il faut que tu aies ton propre outil industriel. Et c'est pas leur philosophie, ce que je comprends pour des raisons de flexibilité. Mais pour être le premier, il faut que tu sois le premier à produire. Et c'était pas que tu sois forcé de produire chez un LG, un Samsung, des Chinois ou ailleurs. C'est peut-être encore plus le cas dans la télé, mais bon. Ouais, c'est particulier. C'est particulier le marché de la télé, ouais. Parlons un petit peu justement du gros morceau, de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro, donc le nom est confirmé. Alors, je vais schématiser, résumer, mais en gros, l'iPhone 11, il est moins cher que l'iPhone pas cher, entre guillemets, de l'année dernière, et il a énormément de qualité, un écran LCD toujours, ce Liquid Retina qui est un LCD de grande qualité selon Apple, mais surtout la grosse nouveauté, c'est qu'il a 2 optiques et une qui est ultra grand angle, qui permet en fait de faire un zoom arrière, un dézoom dans les photos qu'on prend, de manière à avoir un très grand angle. Il y a aussi un mode nuit qui est activé, qui, d'après les informations d'Apple, qui sont à prendre avec des pincettes, mais rattraperait un petit peu le retard qu'ils avaient sur le modèle de téléphone Google de l'année dernière, avec son Night Mode très efficace. Donc, bon, c'est bien que Apple rattrape son retard là-dessus. On pourra faire aussi de la vidéo en 4K. Enfin bref, l'iPhone 11, pour résumer, c'est vraiment le focus d'Apple, là où les 2 années précédentes, le focus d'Apple, c'était l'iPhone 10 et 10S, donc celui qui était haut de gamme, autour de 1 000 €. Moi, c'est ce que je retiens. Je vais faire un petit résumé de ce qui se passe avec donc ces iPhone Pro. Il y a le Pro et le Pro Max, donc petite et grande taille. Sur l'iPhone 11, on est à 6,1 pouces de taille d'écran, comme sur l'iPhone 10R, qui est d'ailleurs le 10R le mieux vendu des iPhones, évidemment, puisqu'il était moins cher. Et sur le Pro, on est à 6,5 et 5,8 pouces. On est sur de l'OLED sur le Pro. Tout un tas de changements cosmétiques. On a un dos en verre brossé. On a tout un tas de petits changements en plus, mais surtout les 3 optiques sur l'appareil photo. On a donc un classique, un grand angle et un téléphoto, donc un plus zoomé. Et donc pour toutes les photos, c'était ce que disaient les rumeurs, on pourra choisir d'avoir, même après coup, on pourra zoomer dans l'image puisqu'elle prend toutes les images en même temps. Il y a plus de batterie aussi par rapport au modèle précédent et de manière substantielle cette fois-ci, entre 4 et 5 heures en fonction de la taille. On a la charge rapide, plein d'autres petites choses comme ça. Sur la vidéo, des choses impressionnantes aussi. Je mélange un petit peu les deux, mais c'est vraiment 2 produits différents. Vos avis sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, je commence par Elsa, encore une fois. C'est chouette d'être une femme parfois. Mon avis, c'est un petit peu comme sur la Watch. Il recolle au marché. C'est vrai que Apple avait une petite lacune. Bon, les iPhones ont plein de qualités. J'ai le mien qui est greffé dans ma main. Mais au niveau de la photo, c'était encore pas tout à fait ça. Moi, j'aime bien jouer aussi avec d'autres téléphones en matière de photo. Et l'iPhone XS, c'était un petit peu compliqué de rivaliser en matière de grand angle avec un Galaxy S10, moi je dis des noms, ou bien avec le dernier, le Huawei P30 Pro. En basse lumière, c'était pas tout à fait ça non plus. Là, ils vont complètement recoller, voire dépasser la concurrence en matière de qualité photo. Quand on sait que le smartphone, c'est l'appareil photo maintenant de chacun, c'est pas complètement idiot de la part d'Apple d'aller là-dessus. Ils vont aussi là-dessus avec les selfies, la caméra avant permet de faire plein de choses aussi, même un slow motion en selfie, ça peut être rigolo. Moi, je connais des ados qui vont s'éclater avec ça. Qui va commencer à dire ça. Moi, je pense que ça va prendre, mais bon. Oui. J'ai les noms des meneurs. Les 2 à la maison, ils sont chaud bouillants. Donc, je pense que ça va bien amuser tout le monde.
ils reprennent la main, ils réinventent un truc, c'est très malin. Cédric ? Bah, on l'a dit, hein, c'est une belle évolution incrémentale. Moi, je suis très curieux d'essayer les nouvelles caméras. Parce que ce qu'on voyait comme résultat, voilà, ils sont vraiment concentrés là-dessus. Hein, c'était leur message. Oui, moi à un moment j'ai dit mais ils vont quand même parler d'autre chose à un moment. C'est pas juste un appareil photo, mais c'est vrai que quand tu prends les usages des gens et en tout cas leurs demandes sur qu'est-ce que vous attendez de votre nouveau smartphone, ils attendent un excellent appareil photo et de l'autonomie. Et là, dire plus 4 à plus 5 heures d'autonomie sur chacun des deux modèles. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Ouais. Des pros, hein, sur le 11, on n'est qu'à plus 1 heure d'autonomie, ce qui est quand même quelque chose. Oui, mais c'est pour les pauvres. Les cases, quoi. Non, je plaisante. Mais alors, avec la petite baisse de prix, parce que le était à 850 € en premier prix, si mes souvenirs sont bons. Là, on est, je crois, à 805 €. C'est ça. Mais tiens, je vais m'attarder un instant sur ce point parce que c'est hyper important pour moi. C'est ça la grosse annonce de cette conférence, c'est qu'ils se reconcentrent, comme je le disais juste avant, sur le entre guillemets petit iPhone. Alors évidemment, on est quand même à 800 € avec toutes les taxes et tout. En dollars, ça fait un petit peu mieux, c'est 700 €. Mais sur les années précédentes, on se concentrait sur les iPhones haut de gamme, et là c'est vraiment un changement d'orientation significatif. Ils se sont dit bon bah l'iPhone pour tout le monde, ils ont passé beaucoup de temps dessus, il a énormément de qualité et il est moins cher que l'année dernière en étant meilleur. C'est vraiment un recentrage pour la stratégie de l'iPhone à mon sens. Et bien sûr le Pro qui a ses atouts aussi, mais il ne faut jamais oublier que les vrais petits iPhones sont en fait les iPhones de génération précédente qui continuent à vendre. C'est-à-dire l'iPhone 10R, tu peux continuer à acheter. Il vient de baisser de 17%, 700 €. Tu peux encore acheter un iPhone 8, je crois. Je ne sais plus si l'iPhone 10 reste en rayon, il faut voir. Non, l'iPhone 10 c'était déjà... Mais il reste quand même des offres moins chères que ça. Nous, on reste évidemment scotchés sur les dernières annonces. Dans la vraie réalité il y a des options pour avoir des iPhones un peu moins chers que ça. Mais voilà, moi, le 11 Pro Max, j'aime bien l'arrivée d'une gamme Pro comme dans le reste des appareils Apple. 2 déceptions quand même. Ça aurait été vraiment une très très bonne idée de passer à l'USB-C sur les Pros, par exemple. Ça aurait été totalement cohérent avec la connectique de l'iPad Pro, du MacBook Pro, etc. Tout à coup, ça aurait été vraiment plug and play. Et puis, ils ont fait 0 effort sur le notch, c'est-à-dire sur la petite fenêtre en haut, en face avant, qui abrite tous les capteurs, caméras, capteurs volumétriques, etc. Bon, c'est un peu dommage parce que tous les autres constructeurs ont vraiment fait des efforts pour le réduire à l'extrême. Là, on sent que non. Alors, ça arrange aussi les développeurs parce que ça leur évite de redévelopper les gabarits, etc. etc. Mais voilà, moi, je m'attendais à ce qu'il s'affine un petit peu. Bah, ce sera pour l'année prochaine et pour un redesign plus sérieux de l'appareil. En termes de prix, juste pour finir, c'est quand même 800 €. Enfin, on est dans le très haut du moyen gamme, parce que quand les autres font de l'entrée de gamme, ils sont à 250. Hein, donc et quand ils font du haut de gamme, ils sont à 800 €. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Pas non plus complètement de l'échelle. Ça reste des téléphones assez chers. On est quand même sur un marché de niche. Tu fais pas du mass market avec un smartphone à 800 €, même si les autres sont encore plus chers. Enfin, c'est aussi à relativiser. Tu fais bien de le rappeler, effectivement. Bon, ils ont conclu avec Apple Retail, avec les magasins. On ne va pas forcément dire grand-chose là-dessus. Oui, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça, c'était le seul chapitre où on se disait... Oui, bah, ok, si vous voulez, mais d'ordinaire, Apple Retail, c'était un truc que Tim Cook, souviens-toi, expédiait en début de keynote, souvent en disant « Yeah, tu sais, il arrivait sur scène, good morning. Extraordinaire. Et, voilà. Ouais. Et il disait, we're so happy to open in Barcelona, Stockholm, machin, tout ça, très bien. Là, c'était peut-être pour présenter au monde la nouvelle patronne des stores, qui est aussi la DRH. Je ne savais pas que c'était 2 boulots qui pouvaient s'additionner, mais bon, j'ai pas compris la vertu du truc, mais c'est pas très important. Bon, ils ont annoncé un autre truc avant cette conférence qui était intéressant, c'est qu'ils vont autoriser quand même les retailers agréés, donc hors Apple Store, à faire des réparations avec des pièces d'origine. Alors pour le moment, c'est que aux États-Unis, mais ça devrait arriver dans d'autres pays. Non, ça arrive en France, ouais. On en parlait à l'épisode précédent, effectivement, c'est un gros morceau. Mais bon.
Ils vont pouvoir se former, avoir une sorte de petit diplôme gratuit et ils auront le droit de faire des réparations simples, c'est-à-dire changer une batterie, changer un écran. Enfin, simple est un bien grand mot. Hein. Mais avec Apple, rien n'est simple. Rien n'est simple. Oui, mais surtout, ça évitera à tous ces gens qui vont faire changer leur batterie, par exemple, un réparateur de quartier, de sortir et de voir leur iPhone dans la rubrique batterie qui leur dit Service needed. Ouais. Parce que c'est quand même jamais très bon signe. Bien, c'était quand même ça avait un petit côté terre brûlée, pas très sympathique. Bon, donc moi, comme je disais quand on couvrait le live avec les amis du studio Renegade, c'est moyen plus cette conférence, plutôt sympa. Et puis des surprises sur les prix, mine de rien, même si on reste dans des prix relativement élevés. La série 3 pour l'Apple Watch autour de 200-250 euros. Le prix de l'Apple TV Plus un petit peu plus bas. Le focus sur le, entre guillemets, petit iPhone. Pas mal, et puis des trucs intéressants, mine de rien, je pensais pas qu'ils donneraient envie, alors je vais quand même pas le prendre, l'iPhone 11 Pro, mais ces histoires de photos, ça fait quand même un petit peu envie, j'attendrai quand même le prochain, parce que voilà, Est-ce que tu veux la 5G ? Non, même pas vraiment, la 5G, on n'y est vraiment pas du tout. Non, c'est juste que je suis content avec mon 10, quoi. Le cycle de renouvellement s'allonge pour tout le monde. Bon, donc voilà, moyen plus pour moi. Je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde tous les trois. Avant de faire une petite pause, Cédric, qu'est-ce que toi tu étais à l'IFA et bon, on l'a tous suivi bien sûr, mais il y a des choses à retenir de l'IFA rapidement. IFA, grand salon de l'électronique grand public en Allemagne. Oui, c'est le plus grand salon en Europe en tout cas. À retenir, alors en termes de tendance, moi j'ai été impressionné parce que d'ordinaire, il y a en gros un quart de la surface du salon qui est occupée par l'électroménager, c'est-à-dire tu demandes à Elsa, c'est les halls où on ne va pas dans l'ensemble, sauf quand on est forcé, parce que tu vois sur le stand Samsung, tu as les télés, mais tu as aussi les lave-linges et les frigos. Et là, j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose de vraiment intéressant. Il y avait déjà eu la vague de l'électroménager connecté, mais tu vois, connecté un peu à la papa, du genre, oui, il y a du Bluetooth ou du Wi-Fi, et ça se connecte à une application sur ton téléphone, et donc, tout à coup, tu peux télécommander ton micro-ondes. Le smartphone comme télécommande, c'est pas ce que j'appelle une connexion très utile, pas toujours en tout cas. Tu vois, te dire que ton cycle de lavage de linge est terminé par une notif sur ton iPhone, ouais, ok, c'est super, mais si tu es au bureau, ça change pas ta life. Et là, il est en train de se passer quelque chose, c'est-à-dire que les appareils sont de plus en plus connectés. En plus, tout à coup, tout ça commence, il y a un environnement normatif, comme on dit, où les choses commencent à se parler un peu plus simplement. Et à bon escient, avec pour le coup une vraie valeur ajoutée. Moi, il y a une démo que j'ai vue chez Candy, les Italiens, enfin qui sont plus italiens, ils ont été rachetés par ailleurs, le chinois qui est numéro 1 mondial de l'électro. Et qui ont fait un système avec une application, tu prends une photo de ta pile de linge sale et il y a un peu de machine learning là-dessus qui passe dessus et qui dit alors je vois, il y a ça et ça comme couleur, ok, c'est quoi comme matière? Oh, a priori, ça ressemble à ça. Et qui du coup va choisir pour toi le programme de lavage. Pour moi, les programmes de lavage... Ce truc n'est pas du tout abouti, parce qu'on a déjà échangé sur Twitter là-dessus. Il faudrait que ça apprenne à trier au mari, hein. Alors ça c'est autre chose. Honnêtement, j'ai pas vu la vraie appli. Il y a peut-être tout un volet pédagogique. Il faut un mari connecté en fait. Le pull en cachemire qu'on s'est offert pour Noël 2 semaines après. Ah oui. Alors ça, oui. J'aimerais signaler aux auditeurs et aux auditrices outrés que dans la maison déjà, c'est Patrick qui fait la lessive. Donc voilà, oui, la lessive et qui passe l'aspirateur. Et chez moi, c'est totalement indifféremment. Enfin, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des fois dans le doute. Ouais. Mais de temps en temps, il y a des loupés sévères. Non, mais tu vois, tu peux parler un peu plus fort, Elsa, on t'entend pas très très bien. Du coup, je me retrouve souvent à lancer un truc avec un programme, tu vois, genre mixte 30 degrés. Enfin, tu vois, genre restons prudents parce que j'avoue que c'est peut-être mon cas aussi, possiblement. Voilà, et c'est pour éviter ça. Il y avait bien d'autres choses, je ne sais même pas par où commencer, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on a vu. Il y avait beaucoup de 8K. Alors maintenant, on t'explique qu'en fait, la 8K, c'est l'aboutissement logique de la 4K. Un peu comme la HD était, souviens-toi, l'aboutissement logique du HD Ready, c'est-à-dire le HD Ready était vraiment, là pour le coup c'était mieux expliqué je trouve, juste une étape vers le Full HD. Là en fait la 8K, voilà, ça va arriver comme ça, peu importe qu'il n'y ait pas ou peu de contenu pour l'instant, parce que de toute façon à l'intérieur de télé tu as des puces qui font du retraitement d'image pour te faire profiter de 8K sur des
contenus qui ne le sont pas. Et ça, c'est vrai que ça a quand même beaucoup. Il y a eu des énormes avancées là-dessus. Donc voilà, la 8K va arriver mécaniquement. Mais, qu'on le veuille ou non, un petit peu. Qu'on le veuille ou non, mais tu vois, cette année, ça va être, ou l'année à venir, ça va être 200 000 ventes. C'est presque ridicule. Mais voilà, c'est l'arrivée mécanique de la 8K, ce qui est bien, parce que tout à l'heure, sur des grands écrans, enfin bon, mais on va laisser le temps au temps pour que les prix baissent un peu. Mais du coup, t'es convaincu par la 8K ou ça reste difficile à... C'est comme si tu me demandais si je suis convaincu par la 5G. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe, c'est la marge de l'histoire. Donc, on y passera quand on y passera. Il n'y a pas une urgence absolue. On n'est pas... on n'est pas sur l'avant-après smartphone. Mais j'ai juste une question à te poser. Oui, madame. Je me demande si les constructeurs, là, ils arrivent avec de la 8K. On a à peine compris la 4K. Quand je dis on, dans le plus grand public, ça commence à être admis. La 4K, ça y est, on voit à peu près. Il y a des débuts de contenu. Et là, hop, 8K. Alors, est-ce qu'ils créent... Il y a le risque, c'est pas qu'ils ralentissent leur vente, qu'ils se tirent une balle dans le pied en disant mais en fait, c'était une blague, la 4K, c'est pas terrible. Le vrai aboutissement, c'est la 8K. Attendez un peu pour acheter. Je pense pas. Et je pense justement que c'est pour ça qu'ils parlent de la 8K comme ils le font, c'est-à-dire comme... ça arrive, vous inquiétez pas, mais oui, bien sûr, tu veux pas cannibaliser tes ventes d'aujourd'hui qui sont de la 4K à des tarifs qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que tu trouves, tu vois, du 55 pouces 4K à quoi, 500 € maintenant, même pas. Alors que la 8K est quand même pas du tout encore au même tarif. Et ils sont, comme à chaque fois, dans un dilemme de attendez, on va pas surannoncer et cannibaliser les ventes d'aujourd'hui. Ils préparent le terrain, mais c'est pour dans quelques années, quoi. Évidemment, ils ont un gros rendez-vous cette année avec les JO, qui est toujours un bon rendez-vous de vente, un peu comme la Coupe du Monde. Il va y avoir des vrais contenus 8K. Il y a la Coupe du Monde de rugby, mais il paraît que ça ne fait pas vendre des télés. Hein. Il paraît que ça ne fait pas vendre de télé. Non, pas énormément, sauf dans le sud-ouest. Et, ok. Mais donc... Bon, il n'y a pas d'urgence absolue, mais c'est comme toujours très très joli à voir. Sur le reste, de plus en plus de start-up à l'IFA, ils colonisent de plus en plus de halls. Il y avait des choses absolument passionnantes. Une machine qui était un espresso de l'eau. Imagine une machine avec un écran et qui te donne d'un verre d'eau ou gourde d'eau, mais sur mesure pour le moment de la journée, l'activité, ou même pour le truc que tu vas manger ou boire avec. Bon, c'était un peu extrême. Ouais, ça valait un petit peu. Surtout à 3 600 € la machine. mais ça valait le coup d'être vu. Moi, j'ai testé. J'ai bu une eau fraîche et gazeuse. C'était très agréable. Voilà. 3 800 €, ça a intérêt à être très agréable, effectivement. Le truc qu'il faut dire sur l'IFA, quand même, c'est qu'on a toujours une pointe de jalousie, même si c'est un plaisir d'aller une fois par an à Berlin. C'est que ce truc-là devrait exister chez nous. C'est un vrai grand salon, grand public. C'est-à-dire que le samedi, les familles débarquent avec les poussettes. Tu vois, même toi, Patrick, tu pourrais y aller. Et vont vraiment voir la prochaine chose qu'ils vont acheter, etc. C'est un salon qui a réussi à faire la liaison entre les professionnels d'un côté, la presse et le grand public. On y voit énormément de choses. C'est assez agréable à visiter. Il y a même des concerts dans l'espèce de grand campus central. Agréable à visiter. Non, mais ça, c'est parce que ni toi ni moi ne sommes des visiteurs normaux. C'est-à-dire que nous on galère comme nous, on court dans tous les sens, on enchaîne des rendez-vous. Ayant fait la Gamescom, qui est l'équivalent jeu vidéo, pour les jours publics, je qualifierais pas ça d'agréable à visiter. Non, mais là, on est chez les fous. Là, on est chez les... Non, moi, je ne ferai jamais la Gamescom. J'ai fait le truc le plus fou dans le genre, ce que j'ai dû faire, c'est Tokyo Games Show. Et là, non, mais c'est rien par rapport à la Gamescom. Gamescom, mais c'est 4 fois pire. Mais c'est invraisemblable. Et les salons de l'auto, ça compte ou ça compte pas? Les journées presse, ça compte pas. Ouais, non, mais c'est ça. On parle des jours publics. Les gens qui viennent avec leurs poussettes, c'est pas pendant les journées presse. Hein. Exactement. Elsa, un autre truc que tu voudrais dire sur l'IFA avant qu'on... Moi, j'ai remarqué que avant, quand il y avait des marques qui faisaient des revivals, c'était sur les produits que mes parents avaient connus quand ils étaient petits, du style la radio version années 60, le retour de Radiola. Et là, ça me fiche quand même un coup de vieux parce que le retour, c'est le Walkman de quand j'étais petite chez Sony, des années 80. Et là, je l'avoue, mais sur le bord de la dépression. Ah là là. Ouais, là, ça nous rajeunit pas. Le machin revival, c'est logique. C'est le Walkman des années 80, mais c'est normal, ouais. Les marques, je sais pas pourquoi ils se sont retenus, ils auraient dû aller jusqu'au bout et refaire les écouteurs orange.
Mais il fait j'avais quoi la du coup? version pour faire du roller, il était jaune. Et Il fait quoi du coup ce nouveau c'est Walkman? logique, il s'adresse aux quadras, c'est ce donc c'est celui Ouais. qui était gamin dans les années 80. Mais Oui, c'est parce quoi? qu'il C'est faut un expliquer, lecteur ils n'ont pas MP3 réédité le Walkman original. Hein. Ouais, Non, mais non, c'est quoi? C'est un juste lecteur un MP3 à design. forme de Walkman, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais, c'est un baladeur même haut de gamme, hein. C'est un baladeur audiophile sur lequel ils ont remis un habillage de Walkman original avec sa jaquette bleue. D'accord. Mais le revival, il s'arrête pas là. Hein. Il y a eu qu'est-ce que j'ai vu renaître Braun. Alors là, pour le coup, pas pour les rasoirs, mais Braun qui ressort des enceintes connectées haut de gamme en plus. Enfin, c'est pas, ils sont pas venus pour rigoler. Bon, en fait, c'est par le biais de Pure, les Anglais qui savent très bien faire, mais les enceintes sont très bien. Et alors moi, je suis tombé à un moment, genre, je me suis un peu frotté les yeux devant le stand Telefunken. Et là, de fait, il manquait que Radiola, quoi. Mais bien, nous, on a bien fait René Thompson. Hein. C'est pas interdit. vous savez quand on dit quoi nous, c'est des Chinois ou des Japonais. Moi, je dis que tant qu'on n'est pas encore à faire des revivals du Nespresso et des télévisions à tube cathodique, ça va encore. On n'est pas encore complètement. Comment ça, du Nespresso? Bah parce que le jour où on arrivera à faire du revival de Nespresso, ça veut dire que les trucs qui sont arrivés quand nous on était déjà vieux, ils sont déjà à une étape de revival. Tu vois. Ça veut dire qu'on n'est pas encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore terriblement vieux. C'est ça. Oui. On a encore quelques années devant nous. Ok, ça va alors. Oui, c'était un petit peu... Bon, c'est un petit peu compliqué, j'avoue. Elle n'était pas excellente, celle-là. Bon, faisons une petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs. Alors, généralement, je coupe cette partie pour les auditeurs du Patreon, mais là, je vais la laisser parce que vous savez que si vous êtes patriote, vous avez droit à une version de l'émission sans la partie centrale où je fais un petit peu de promo. Mais là, je vais parler de trucs qui vont intéresser aussi les patriotes, et notamment du fait que le 20 octobre, non, oui, si, c'est ça, le 20 octobre, je vais faire un épisode en live sur scène au Paris Podcast Festival. C'est dimanche 20 octobre à 14h. Je vais faire un RSVP la semaine prochaine, dont je parlerai dans l'émission, je vous donnerai les infos, pour que vous puissiez réserver votre place. Pour que vous soyez sûr de pouvoir rentrer dans la salle si vous voulez venir. Mais déjà, c'est le 20 octobre à 14h. Donc, si vous voulez venir, commencez à vous préparer. Et il y aura le SVP la semaine prochaine. Ça risque d'être sympa. C'est à la Gaîté Lyrique à Paris, dans le 3e. Et je suis très content donc qu'il m'ait invité au Paris Podcast Festival. On verra ce que ça donne. C'est la première fois que j'y vais. Et il y aura aussi une rencontre, notre traditionnelle rencontre de la rentrée. Elle se fera dans la foulée, donc le même jour, le 20 octobre. Donc, soyez là si vous pouvez venir. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est une initiative de certains patriotes sur le Slack. Si vous avez accès au Slack, Émilie Marie et Pierre Victor ont lancé l'atelier des patriotes, qui est une initiative marrante qu'ils ont imaginée. C'est qu'ils vont faire découvrir des choses aux membres du Slack. Dans un premier temps, ils étendront peut-être ça si ça fonctionne à terme. Et ils vont commencer avec une rencontre sur Hangout, donc entièrement en virtuel, pour présenter l'utilisation des machines virtuelles pour découvrir des systèmes d'exploitation. Genre, vous voulez utiliser Linux ou Mac OS ou Windows sur un appareil qui n'en est pas équipé, vous pouvez utiliser une machine virtuelle et c'est pas si compliqué. Ils vont faire ça le mardi 17 à 20h, donc complètement en virtuel. Si vous êtes intéressé, allez sur le Slack et posez la question à Émilie Marie ou Pierre Victor. C'est une initiative super sympa et donc qui est pour le moment réservée aux Slackers. Mais si vous êtes patriote, allez voir ça sur le Slack si vous avez accès au Slack. Et enfin, un petit mot sur la pub. Comme je le disais en début d'émission, la pub arrive alors dans les jours à venir. Ça fonctionne de manière un tout petit peu différente de ce que j'avais dit à l'épisode précédent. D'ailleurs, allez écouter la fin de l'épisode précédent pour tous les détails sur le pourquoi, du comment, du quoi. Il y a plein d'informations là-dedans. C'est un gros changement pour l'émission, mais il est motivé par des raisons que je pense sérieuses. Mais la manière dont ça va fonctionner, c'est que, en fait, s'il y a une société qui veut faire de la pub, elle met une certaine somme sur une campagne et ça va remplir des morceaux de pub sur certains downloads. Ça se passe de manière dynamique. C'est moi qui ai enregistré le truc, qui m'avait demandé de faire environ 30 secondes. Moi, pour bien faire la chose, je le fais un petit peu plus long, mais je pense que ça pourra vous intéresser. Je vais pas dire le nom de l'annonceur, mais c'est une marque sympa. Donc, je suis assez content de cette première campagne qui se confirme normalement. Et puis, d'une manière plus générale, je voulais mentionner quand même aux auditeurs
il y a des choses que, bien sûr, j'accepte et des choses que j'accepte pas. Genre, on va parler du Galaxy Fold là, dans un instant. Bah, si Samsung vient me dire, vous pouvez parler du Galaxy Fold, bah, a priori, j'accepterai pas. C'est trop proche de ce qu'on fait. Et il y a des choses que j'adorerais faire. Des marques, genre, je sais pas, Audible, ou LastPass ou des trucs comme ça. Donc on va voir si ça se ferait, mais il y a des choses bien sûr que je fais pas et des choses qui sont acceptables et puis des choses que j'aimerais faire. Je pense que ça va bien se passer, on va voir comment ça se passe, ça pourra évoluer à terme, mais voilà le fonctionnement. Donc certains d'entre vous auront la pub qui arrivera en tout début d'émission et il y aura dans cette formule, pour le moment en tout cas, une seule pub en début d'émission, à terme peut-être une à la fin. Je ne sais pas s'il y en aura une au milieu, donc c'est un petit peu différent de ce dont j'avais parlé, a priori un petit peu moins, mais voilà, il y a cette campagne sympa qui arrive a priori. Et donc voilà pour les détails sur la manière dont fonctionne la publicité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah, écoutez, on va passer aux news et aux rumeurs. On parle de Galaxy Fold. Il arrive, il revient, le téléphone pliable de Samsung. Il sera relancé le 18 septembre en France. Et à côté de ça, on a aussi des rumeurs de l'arrivée d'un téléphone pliable Samsung pour le début de l'année prochaine, mais qui, lui, donc serait de la taille d'un téléphone normal, mais qui se plie pour devenir plus petit. Donc le Fold, en fait, il est grand, il se plie pour faire la taille d'un normal. Et là, il est normal et il se plie pour devenir plus petit. On explore les téléphones pliables. La grosse nouvelle, c'est que le Fold, ils l'ont entre guillemets réparé et il revient. On espère qu'il fonctionnera un petit peu mieux. Qui sera moins fragile. Moins fragile, c'est ça, ouais. C'est bizarre, tous ces gens qui ont voulu décoller le film qui était dessus. C'était un peu... Bon, bref. Mais... fragile, ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Mais il y avait quand même une sorte de fragilité inhérente une fois que tu la mettais dans les mains des vrais gens. C'est ça, exactement, c'était le problème. De l'autre bout... Juste sur le pliable, DJ Ko, le patron de Samsung, l'a dit l'année dernière, j'étais assez contente, c'était dans une interview au Figaro, moi aussi je fais de la pub pour mon média principal, c'est que en fait ils avaient bien l'intention d'explorer au maximum toutes les possibilités de l'écran pliable, que le Fold c'était une première étape. Et le lancement, là, il est d'ailleurs sur une durée limitée, puisqu'il le lance jusqu'à la fin de l'année, le Fold. Après, il n'y en aura peut-être plus. Ça, il se donne le droit d'arrêter. Et la ligne est super claire, c'est on va plier tout ce qu'on arrive à plier comme écran. On va plier tout ce qu'on peut. Ouais, on n'est pas tout à fait dans le concept, mais on n'en est pas loin, on va dire. On est entre le concept et le vrai produit commercial, quoi. Mais bon, à terme, oui, le pliable, ils vont essayer sur... non, on est dans le vrai produit, là. Attends. Oui, bien sûr, mais je veux dire... C'est un vrai produit, hein. C'est tellement une version 1 que c'est presque une version 0.9, tu vois. Enfin, des impressions que j'ai eues, ça se trouve, si je l'ai entre les mains, je le trouverai complètement bien fini, mais... De l'autre côté, de l'autre extrême, on a le Lightphone 2, qui est une évolution du Lightphone 1, qui est le téléphone super simple avec un écran e-ink. Il fait un petit peu plus que le Lightphone 1, il est même un petit peu plus cher. Quand même $350, donc on est à un tarif de vrai téléphone capable, on va dire. Mais il est dans cette mouvance de téléphones qui font moins. Alors celui-là, il fait genre coup de téléphone, message, alarme, et c'est à peu près tout. Vous êtes client d'un téléphone qui fait moins, vous, à ce prix-là ? Moi, je comprends pas. Moi, dans ce cas-là, tu achètes un Nokia 3310 en revival, et puis voilà. Moi, c'est là qui fait bien moins. C'est carrément rien du tout, et puis tu en as pour 79 €, mais 350 et 2 semaines d'autonomie, ouais, c'est ça. Je comprends pas, donc non. Ouais. C'est vrai le côté je fais un peu moins et je fais pas. Enfin, j'en avais vu un tout petit, le plus petit smartphone du marché, vraiment minuscule, qui s'appelle Jelly. Là, tu étais limité juste par la taille de l'écran, donc tu savais que tu n'allais pas passer ta journée sur Facebook. Mais donc il y avait une espèce de limite physique à ce que tu pouvais faire, mais derrière, c'était quand même un appareil Android tout à fait normal. Il y a probablement une clientèle pour ça, mais je suis pas cœur de cible. C'est-à-dire que soit j'éteins mon smartphone, soit je l'allume. Soit je le laisse à la maison, ou alors de fait j'aurais une solution à la Elsa, c'est-à-dire aller acheter un Nokia pour faire juste des coups de filet et des SMS. Mais c'est intéressant. Moi, je pense que ça trouvera. J'espère que ça trouvera son public. Mais voilà, je vais pas me ruer pour aller l'acheter le premier jour.
Ouais, ça fait cher pour ce que c'est. Si Elsa a raison, oui. Moi, j'y crois pas tellement non plus. Est-ce qu'on croit au service Facebook Dating qui s'étend dans d'autres pays du monde et notamment aux États-Unis? Je ne crois pas que ça arrive encore en France. On en avait déjà parlé. C'est un service de rencontre qui sépare a priori votre profil classique du profil de rencontre. Donc, vos amis ne verront pas votre profil de rencontre et c'est uniquement pour les personnes qui ont plus de 18 ans. Mais il y a une remarque qui était intéressante dans l'article de TechCrunch. Il disait sur Tinder... vous dites ce que vous pensez de vous, ce que vous voulez faire paraître de vous, genre « Ah, moi j'adore les grandes balades en forêt », mais Facebook, ils savent vraiment si vous êtes allé faire des balades en forêt ou ce que vous aimez. Et donc, ça peut être un petit peu creepy, ça nous fait peur, mais de fait, pour les rencontres, ils savent vraiment qui vous êtes et ce que vous aimez. Donc peut-être que ça peut être plus efficace, non ? C'est le seul avantage de Tinder, c'est que c'est un profil qui est uniquement un profil Tinder. Donc là, tu fais pas confiance à Facebook, quoi. Tous les gens qui ont des profils Grindr n'ont pas forcément envie d'en parler autour d'eux. Non, mais c'est peut-être. Non, mais bien sûr, mais c'est peut-être autre chose là. Là, c'est peut-être tu cherches simplement quelqu'un et tu veux, tu veux pas le cacher. T'es publiquement en train de dire je cherche quelqu'un. Il y a plein de gens qui le font et Facebook vous connaît mieux que les autres. Non, Elsa. Non, mais quand tu cherches quelqu'un sur Facebook, les gens le font déjà sans avoir besoin d'une application dédiée. Mais dédiée, c'est mieux. Ça marche. Ouais, mais et puis quand tu veux être discret avec une application compte tenu de la capacité de Facebook à protéger les données des gens, et j'y arrive pas étaler, voilà, donc je serais pas très motivée. C'est le problème. Jamais j'avais l'intention de tromper mon mari sans qu'il le sache, j'y arrive pas sur Facebook. Non, mais vous allez tout de suite sur les scénarios. Il y a des gens qui n'ont pas forcément en train de tromper leur conjoint. Ouais, mais si tu as envie d'être un tout petit peu discret, je pense que Facebook s'est loupé. Et puis le côté on te connaît, et c'est quoi le plaisir de la découverte? C'est bien de découvrir les gens qu'on rencontre aussi. Si t'as déjà non, mais là tu découvres des gens. J'étais pas parti pour découvrir au-delà de ton cercle d'amis. Il y a quand même une espèce de fonction, comment ça s'appelle, Secret Crush, dire les gens de ton cercle d'amis sur lequel. Oui, mais c'est bien, ça va faire plein de papiers à faire. Plein d'histoires à raconter. Voilà. C'est-à-dire que tout à coup, ton conjoint ou ta conjointe va pécho ton smartphone dans un coin un soir pendant que tu dors et mettre des secret crush sur tous les gens de ton entourage pour voir si eux en ont mis un sur toi. Et là, je te jure que tu vas avoir un petit déjeuner très très désagréable le lendemain matin alors que toi, tu n'auras rien fait. Je trouve terrible. Il y a une utilisation tout à fait légitime en fait, le problème, c'est que vous pensez à ça dans le contexte de, comme on l'a bien établi juste avant en parlant des revivals de Walkman, de personnes qui ont notre âge. Mais il y a plein de gens, ou même qui sont célibataires, qui simplement n'ont pas énormément d'occasions de rencontrer des gens, même s'ils sont plus jeunes, et qui voudraient peut-être se faire avoir un moyen de rencontrer des gens en ligne, Tinder ou Facebook ou autre, de manière parfaitement légitime, non ? Là, je renvoie au bouquin de Judith Duportail, L'amour sous algorithme. Les rencontres sous application, quelle qu'elle soit, ça ne tient pas toujours ses promesses. Je suis comme tout le monde, j'ai plein d'amis qui se sont rencontrés sur parce que c'est ma génération, des couples qui sont encore ensemble, mais il n'y a pas que ça. Et moi, c'est le côté des applis de rencontre, ok, moi, c'est le côté Facebook qui me dérange parce que je suis pas sûre, je suis pas du tout tranquille sur leur capacité à cloisonner. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Tu vas avoir des pop-up de capote si jamais tu cliques sur j'ai rencontré quelqu'un, ça va être horrible. Mais pourquoi pas sortez couverts, quoi. C'est. Non, mais je comprends l'aspect Facebook. Coller de la pub un peu partout, t'es tranquille au bureau, puis tout à coup, on te propose. Non, mais ça aurait été plus vertueux, j'ai envie de dire, avec de grosses guillemets, si par exemple il l'avait sorti sous la forme d'une application totalement séparée. Voilà. Ou à la rigueur, tu aurais pu te loguer avec ton profil Facebook pour faire simple, mais après, voilà, n'apparaîtrait que la photo que tu veux et peut-être ton prénom ou pas. Enfin, tu vois, ou voilà, on aurait fait ce filtre-là.
la confusion des genres est un peu... mais c'est amusant parce qu'en plus, ça force les gens à se mettre en face de leurs contradictions parce que le discours ou l'image que tu projettes à ton cercle d'amis, voire même professionnels, etc., n'est pas du tout le même forcément que tu mettrais sur une appli de dating. Et là, tout à coup, enfin, voilà, la confusion des genres me gêne un peu, mais après tout, pourquoi pas, c'est pas obligatoire non plus. Donc voilà, j'espère que les gens trouveront. Va chercher bonheur, toi aussi, sur l'application sur Facebook Dating. Bon, parlons un petit peu de régulation et d'histoires qui se passent dans les hautes sphères. Altis a finalement accepté qu'Orange et même que Free rediffuse BFM TV et RMC sans les payer. Donc voilà, ce bras de fer dont on parlait à l'épisode précédent, on avait été un petit peu confus sur les conditions, mais les Altis voulaient que les FAI payent pour avoir accès aux chaînes, eh bien finalement ils ne payeront pas, ce qui à vrai dire me paraît parfaitement normal. C'était un petit peu étrange comme demande et les FAI ont gagné sur ce coup-là. C'est pas si étrange que ça, puisque Altis faisait que copier ce que TF1 et M6 ont obtenu l'année dernière, en disant on va vous faire payer un package, le gratuit, le replay. Oui, sauf que BFM et RMC ne font pas de replay, si j'ai bien compris. C'est ça le problème, c'est qu'ils proposent pas ces services supplémentaires. Il y a du replay sur RMC Story, et BFM veut creuser le sillon aussi du replay. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément une audience super large sur tous ces services-là comme TF1 peut l'avoir, et qu'il y a aussi le fait que les opérateurs, ils n'ont pas du tout envie d'être les financiers de toutes les chaînes audiovisuelles de la planète qui vont venir taper à la porte derrière en disant maintenant si tu veux mon signal, mon gars, faut payer, sachant que les chaînes sont aussi rémunérées par la pub. Donc quelque part, Orange et Free ont sifflé la fin de la partie en disant ce qui est gratuit, ça reste gratuit et c'est pas la peine de défiler tous les uns après les autres au guichet pour taper qui 1 million, qui 2 millions, qui 500 000, stop. Ouais. Bon, autre sujet polémique, la France voudrait lancer un projet de crypto-monnaie pour faire face à Libra, lancé par Facebook, mais lancé de manière, on va dire, un petit peu indépendante de Facebook à terme. C'est facile de railler la chose. Moi, je pense qu'il serait intéressant de voir si les États, plusieurs États, peut-être l'Union européenne, peut-être de manière plus large même, peut initier un projet de crypto-monnaie qui fonctionne, parce que on sent bien que ça risque d'arriver un jour, et si ça arrive, ça arrivera avec celle qui existe. Donc, si on peut avoir une alternative à Libra, Cédric, on t'entend encore respirer. Non, je soupirais. D'accord. C'est totalement délibéré. J'ai gardé le silence pour la news précédente pour des raisons évidentes, mais ça ressemble à une sorte de réaction un peu. Comment dire, épidermique et un peu réflexe sur on n'a qu'à le faire nous-mêmes. Oui, mais c'est pas facile. Nous l'appellerions l'euro. C'est ça, voilà, exactement. Non, mais il y a plein d'initiatives. Qui a 2 doigts d'inventer l'euro. Non, mais une crypto-monnaie, c'est pas la même chose qu'une monnaie fiduciaire classique. Il y a des initiatives. En Suède, notamment, ils ont leur couronne. Ils ont une E-couronne qu'ils essayent. C'est pas l'euro, c'est pas vrai, c'est mentir de dire ça. Oui, absolument. Il y a des monnaies grand public, j'ai envie de dire. Enfin, on va dire des monnaies d'usage, à comparer au Bitcoin et à beaucoup d'autres qui sont plutôt des monnaies de réserve. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements sur le Bitcoin, mais il n'y a pas beaucoup de commerce sur le Bitcoin. Et de fait, on manque de crypto-monnaies d'usage, d'où l'idée de Libra, parce que c'est quand même c'est ça le but de la manœuvre. Mais du coup, pourquoi pas une initiative comparable par des entités étatiques ? Toi, j'ai l'impression, de comprendre, Cédric, que le problème, c'est que c'est pas facile, quoi. Il suffit pas de le dire, faisons-le. C'est des domaines hautement techniques et de recherche. Je rappelle qu'on est dans un pays où on vient de dépenser 390 millions dans un logiciel RH pour l'éducation nationale qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas développer des choses. Ça veut dire que la puissance publique n'est pas toujours le meilleur des maîtres d'œuvre pour des projets à très forte valeur ajoutée. Donc, si je peux juste dire un truc sur le sujet, c'est quand même du domaine des États de battre monnaie. Oui, mais là, on ne bat pas monnaie. Le Club Med ne bat pas monnaie quand il te met un collier de coquillage autour du cou. Tu vois ce que je veux dire ? On est dans une monnaie d'équivalence. Vas-y, finis Elsa. Vas-y. On n'est pas dans la même équivalence, on est sur des problèmes de souveraineté nationale.
quand tu parles de monnaie, si un jour il y a une crypto qui s'impose et que les États n'en ont pas la maîtrise, ils vont dépendre peut-être de Facebook pour leur économie. Et ça, c'est absolument inconcevable pour un gouvernement quel qu'il soit. Ou même si c'est pas Facebook, ou même si c'est pas Facebook, si c'est le cas, si c'est le, et si on se met à dépendre de Pékin pour nos échanges commerciaux, ça peut être embêtant à pas mal de points de vue. Moi je suis team Elsa. C'est crétin que les États se positionnent. Alors bon, Bruno Le Maire tout seul dans son coin, peut-être pas, mais à l'échelle européenne, il y a quand même une idée à creuser. Faut commencer quelque part. Pour l'instant une initiative. Non, mais il faut commencer quelque part. Il lance l'idée et puis il y a des discussions qui vont être faites. Bon, enfin, on verra comment ça évolue, mais on a bien vu les deux points de vue. Je pense, mais en fait, je pense qu'on a tous raison dans l'histoire parce que c'est vrai que c'est très compliqué, ça se fait pas en 2 minutes et ça nécessiterait des compétences qui sont sérieuses. Mais en même temps, on a aussi, je sais pas, on pense par exemple à la défense, on a des gens qui sont très compétents et qui réussissent à faire des choses très très compliquées. Quand on veut, on a possible. Cédric Villani, il sait faire des maths. Oui. Pardon. Aux États-Unis, il y a des enquêtes nombreuses qui sont en train d'être lancées par en gros, les ministres de la justice des États de presque tous les États aux États-Unis pour des histoires de je perds mes mots en français. Voilà, des problèmes d'abus au niveau de la concurrence pour Google. Dominante. Position dominante, merci Elsa, heureusement que tu es là. Demande aux professionnels. Et contre Facebook, mais c'est moins d'États, là on est seulement dans le cadre de 7 États et le District of Columbia. Et à côté de ça, la Californie vient de passer une loi qui impose aux agents de l'économie, du gig economy, c'est-à-dire les économies des petits boulots, c'est les Uber, tous les trucs du genre, les Deliveroo, les Lyft, tout ça, de traiter leurs employés, entre guillemets, les gens qui utilisent leurs services, comme des employés. C'est hyper important comme décision. C'est uniquement en Californie, mais évidemment, c'est le cœur de l'activité aux États-Unis. Et une autre info dans le domaine, il y a 51 présidents ou CEO de sociétés tech, dont IBM, Amazon, SAP, etc., Dell, qui demandent à l'État fédéral de faire une loi sur les données privées unifiées, parce que tous les États sont en train d'en passer à droite à gauche. Ils disent, OK, bon, calmons-nous, ça devient compliqué à gérer, faisons-en une au niveau fédéral, et comme ça sera plus simple. C'est quand même incroyable qu'aux États-Unis, ils aient tellement peur de légiférer que ce soit les sociétés qui disent, mais s'il vous plaît, légiférez sur notre activité, quoi. Maintenant, ça suffit. Comme quoi, parfois, en Europe, on fait les choses... Ils veulent demander à l'État fédéral d'interdire aux États de légiférer dans leur coin, parce que se prépare pour l'année prochaine en Californie une loi, on va dire, inspirée dans les grandes lignes du RGPD européen, et qui trouve un peu, un peu sanguine pour leur goût. Or, évidemment, plutôt que d'aller faire du lobbying dans 50 États à la fois, c'est quand même plus simple de se concentrer sur Washington avec une loi fédérale, avec en plus, évidemment, et là je les rejoins quand même, la plus grande simplicité de gérer un seul standard au moins à l'échelle du pays. Ouais. Mais c'est pas... moi, quand j'ai lu les premiers titres là-dessus en disant oui, 51 CEO réclament à corps et à cri une loi sur la protection des données, j'ai un peu tiqué, genre... c'est pas que non, ça, évidemment. C'est plus facile de faire du lobbying. Évidemment. Donc, on a vite compris... Voilà, c'est vrai, tu as totalement raison et c'est un facteur aussi. Mais ce n'est pas les premiers et ce n'est pas les seuls à demander à l'État fédéral américain de légiférer sur des choses. On l'a vu notamment sur la reconnaissance faciale, on l'a vu sur tout un tas de questions qui ont trait à l'intelligence artificielle et au machine learning. Et je pense qu'il y a quand même une tendance, au-delà du fait que ça simplifie de faire du lobbying si tu as une loi qui est en train d'être votée, il y a quand même une tendance où la tech est en train de dire... maintenant, on aime bien avoir les mains libres, mais il faut qu'on sache où on va aussi. Moi, je suis d'accord avec Cédric, il ne faut pas leur prêter des intentions louables et super altruistes. Le problème, je parle pas mal avec. Et le problème, c'est qu'ils ont des gros lobbyistes en Europe, ils ont des gros lobbyistes en Chine, ils ont des gros lobbyistes aux États-Unis. À Washington, ils n'en ont pas 51 aux États-Unis. Il y a un type à Washington par boîte ou une équipe. Donc, s'ils doivent multiplier ça par 51, ils vont devenir fous. Donc, leur seule solution, c'est d'avoir un gros truc à Washington, une loi, les 51 États, et on n'en parle plus. Hein. Bon, d'accord. Il passera par le filtre des 2 chambres. Enfin, tu vois, voilà, ils veulent...
va dire, domestiquer un peu le processus Ouais. pour éviter en plus, parce que s'il y a tous les États qui le font en même temps, il y aura forcément une sorte de surenchère législative sur moi je vais protéger encore plus que l'État d'à côté, et là forcément ils ont tout à y perdre, surtout après de la complication de gérer des lois différentes par État quand tu es un opérateur Internet, quoi. Imagine, ton téléphone fait des trucs en Californie, tu passes la frontière, tu vas au Nevada, ça marche plus. Ouais, c'est pas possible. Waouh. C'est vrai. Bon, je vous trouve un petit peu cynique quand même dans cette interprétation, mais vous n'avez pas forcément tort. Vous n'avez pas forcément tort. Voilà, je le dirais comme ça. Bon, bah écoutez... On a toujours raison avec Cédric. Hein, en tout cas, à nous deux, on a toujours raison, clairement. Eh ben écoutez, c'est pour ça que je suis toujours heureux de vous recevoir dans l'émission. Donc merci à vous tous, à vous deux, d'avoir pris le temps. Si les auditeurs veulent vous retrouver un petit peu sur Internet ou ailleurs, où est-ce qu'ils devraient aller? Peut-être Cédric, dis-nous. Sur LCI.fr tout le temps, sur LCI tout court, en tout cas au moins dans la matinale week-end du samedi matin, 7h50, enfin 7h47 si vous êtes debout, et 9h47 si vous vous levez un peu plus tard. Et puis @Cédric sur Twitter. Magnifique. Elsa? Pareil, lefigaro.fr un peu tout le temps. Et sinon, sur Twitter, @Elsa Mambaron. Super, les liens vers les comptes Twitter seront dans les liens de l'émission, dans les notes de l'émission bien sûr. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Et si vous l'appréciez, n'oubliez pas que vous pouvez également la soutenir. Le vrai soutien de l'émission, c'est le Patreon. Et en plus, vous avez droit à plein de petits bonus comme les émissions sans pub, l'accès à la communauté incroyable des patriotes. Pour ceux qui veulent, il y a l'accès au Slack aussi. Donc allez faire un tour sur patreon.com/rdvtech. Le lien est aussi dans les notes de l'émission. Je vous remercie tous. Si vous avez des questions ou des remarques sur la pub ou sur autre chose, n'hésitez pas à venir les poser dans les notes de l'émission, enfin sur frenchspin.fr, sur l'article de l'épisode spécifiquement. Dans les commentaires, je serai heureux d'y répondre. Et puis je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de bises et à très vite. Ciao, ciao.